Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France, bienvenue au Grand Palais, nouvelle émission spéciale pour le bicentenaire du Figaro, consacrée à 200 ans d'histoire de Paris, vue par le Figaro qui a été un observateur, un commentateur et un critique de ce Paris qui a traversé les années et que l'on va retracer dans une minute avec nos excellents invités autour de la table. Dans l'entretien culture aujourd'hui, le talentueux Maxime Daboville viendra nous parler de son nouveau projet. Il sera à la mise en scène des Justes d'Albert Camus. C'est parti. Depuis 200 ans, Paris se dessine et se construit sous l'œil attentif du Figaro. Paris qui n'a cessé de se transformer depuis 200 ans au gré des vicissitudes de l'histoire et des grands bouleversements des 19e et 20e siècles. On en parle pendant cette émission avec nos invités autour de la table. Évidemment avec nous ce soir, Geoffroy Caillé. Merci beaucoup mon cher Geoffroy d'être avec nous. Vous êtes un peu notre monsieur histoire dans l'émission. C'était une évidence de vous avoir avec nous, rédacteur en chef, Le Figaro Histoire. David Chantrane, vous êtes historien. Vous allez également nous éclairer sur ce Paris qui n'a cessé d'évoluer. Et Nicolas Chaudin, on est absolument ravis de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes écrivain et critique d'art au Figaro Magazine. J'ai 3 experts avec moi. Ça ne peut être qu'une émission formidable. Messieurs, le Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui, on le doit en partie au baron Haussmann qui, à partir de 1853, va transformer Paris. Il faut dire quand même qu'on en avait besoin. On était dans un Paris qui était victime d'une hygiène un peu douteuse. On avait besoin de ces changements, hein, Geoffroy Caillé. Oui, il faut pas oublier que Paris, c'était une ville en partie encore très médiévale, d'aspect encore très médiéval, et pas forcément le plus beau Moyen-Âge, pas forcément le Moyen-Âge le plus riant. Il faut penser à des lacis de ruelles obscures, des bâtiments pas toujours de très bonne qualité. Et donc c'est vrai qu'il a été beaucoup reproché à Haussmann d'avoir la truelle un peu lourde dans la façon dont il a aménagé Paris. Mais il faut reconnaître que Paris, oui, en avait bien besoin. Et le modèle de Napoléon III qui commande ses travaux à Haussmann, c'est le Londres où il a vécu pendant quelques années, et c'est une ville moderne dont il veut doter la France à travers sa capitale. Nicolas Chaudin, avoir la main un peu lourde sur ces travaux qui ont été menés, est-ce que ça lui est reproché au début au baron Haussmann? Comment est-ce que c'est perçu par l'opinion publique? Au début, les travaux sont plutôt bien perçus parce que la nécessité de l'assainissement de la ville est ressentie par tous les Parisiens, et y compris d'ailleurs par les visiteurs étrangers. Et puis en plus de ça, dans les années 1850, le sentiment patrimonial qui fait que nous sommes très émus de voir une cathédrale ou un château atteint par l'incurie des hommes, ça n'existe quasiment pas au milieu du 19e siècle, ou en tous les cas c'est une notion qui émerge, qui a émergé sous Louis-Philippe avec Ludovic Vitet et Prosper Mérimée. Donc l'opposition est quasi inexistante. C'est à mesure que les travaux vont se multiplier, que la ville va être mise sans dessus-dessous, qu'une opposition intellectuelle va se dresser avant que l'opposition politique, elle, ne prenne le dessus. Est-ce qu'il y a des joyaux qu'on va perdre ou il faut l'imaginer différemment? C'est avant tout un Paris médiéval? Oui, c'est un Paris médiéval et comme on l'a rappelé tout de suite, c'est vrai que c'est un Paris qui nécessitait à la fois pour des raisons, on l'a dit, urbanistiques, mais aussi il y a un aspect politique qu'il faut aussi rappeler. C'est-à-dire que Paris est vraiment le foyer à la fois de révolution, on sait bien évidemment 89, 1830 et 1848. Donc pour éviter que les rassemblements ou les barricades s'élèvent rapidement, peut-être que d'ouvrir également les avenues, ça a une double utilité. Donc urbanisme et politique se répondent. Et comme on le dit tout à l'heure, c'est que évidemment Haussmann a eu la truelle assez lourde. En revanche, lorsqu'il a été question en particulier d'ouvrir de grands axes, il se souvenait que sa maison natale se trouvait dans cet axe qui avait été prévu. Eh bien, sans sourciller, il a demandé à ce qu'on la détruise parce que telle était la volonté à la fois de Napoléon III et lui en tant que préfet de la Seine. J'aimerais qu'on parle de ce qui va suivre assez rapidement, la première exposition universelle qui va donner naissance au Palais de l'Industrie. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut voir ces grandes expositions universelles comme des grandes foires internationales avant tout? Oui.
c'est à une époque où voyager est encore fastidieux, en tous les cas, le moyen de montrer, réuni en vase clos, toutes les innovations du monde. Et donc elles ont un retentissement colossal. La première a eu lieu en 1951 à Londres. Et à chaque fois, ces expositions universelles donnent lieu à des prouesses, des constructions éphémères, mais qui n'en sont pas moins des prouesses. Et c'est évidemment capital. Le monde se donne rendez-vous dans la ville qui organise une exposition universelle. Celle de 1955 est très importante parce qu'elle scelle en quelque sorte l'amitié franco-anglaise, ce qui, 40 ans après Waterloo, n'était pas gagné. Et donc elle a un moment de diplomatie. C'est un grand moment de diplomatie. Toutes les expositions universelles jusqu'à l'explosion des communications sont un moment diplomatique. Celle de 1937 le sera aussi. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la reine Victoria va venir pour voir cette exposition universelle, pour se recueillir devant le tombeau de Napoléon. On montre bien qu'on est passé dans une autre ère. Et à cette occasion, on est en plein moment de la guerre de Crimée. Bien sûr, aucune comparaison avec nos temps actuels, évidemment, mais ça montre bien que ce caractère diplomatique et également économique et industriel a toutes ses raisons au moment de ces expositions universelles. Geoffroy Caillet, est-ce que Paris est déjà une capitale mondiale du progrès, de l'innovation, une ville en avance ? Elle se présente comme telle, en tout cas à travers ces expositions, qui sont vraiment la vitrine de la France, la vitrine de son industrie, de son commerce, de son progrès, parce que ce qu'on va rapidement observer dans les expositions universelles, c'est les progrès de l'industrie, qui sont parfois à nos yeux des gadgets, évidemment, nous qui sommes nantis de technologie, et on se met à édifier effectivement des bâtiments qui sont étonnants pour l'époque. Il faut rappeler qu'ici, on est à l'emplacement quasiment du palais de l'industrie, qui a été justement détruit en 1900 pour construire le Grand Palais, dont on parlera, où nous sommes. Et à l'époque, c'est une construction tout à fait nouvelle. Il y aura le palais du Trocadéro en 1878. Et à travers tout ça, évidemment, la France apparaît comme le phare de ce qui est nouveau, de ce qui est bien, de ce qui se fait de plus chic et de plus nouveau. La modernité rime vraiment avec le chic. Dans ces pages, comment est-ce que le Figaro décrit ces expositions universelles ? Est-ce que c'est quelque chose qui est décrit positivement ? Est-ce que, à l'inverse, on s'inquiète de ces bouleversements, de cette modernité ? Il y a les deux aspects, et c'est pour cette raison d'ailleurs que ces expositions universelles, dans le cadre également des grandes réunions industrielles de début du 19e siècle, parce que déjà à la fin de la Révolution, début de l'Empire, il y avait déjà ce type de réunion, mais jamais un caractère évidemment mondial. Là, on s'en inquiète, et c'est pour cette raison qu'au moment où les présentations à la fois architecturales, à la fois industrielles sont faites, il y a également des expositions de beaux-arts. On voit des artistes, peintres, sculpteurs qui montrent leurs dernières créations. Et donc, il faut allier à la fois modernité et tradition. Et c'est pour cette raison que le Figaro en parle aussi de manière positive, parce qu'il y a ces doubles aspects qui sont présentés. Oui, parce que là, on a parlé beaucoup d'industrie, mais ces expositions universelles sont aussi l'occasion du rayonnement de la culture, de l'art de vivre à la française. Oui, du rayonnement culturel, je dirais même de la santé d'un pays. On mesure la santé d'un pays au nombre d'innovations qu'il présente, à la richesse de la culture dont témoignent toutes les cérémonies qui ont lieu autour des expositions universelles. Parce que nous, on imagine des palais bondés de machines inédites, de visiteurs, voilà. Mais il faut imaginer que tout autour, la vie de la ville et du pays qui accueille c'est un bouillonnement. Tourne exactement autour de l'événement. Donc les palais présidentiels, royaux, les hôtels de ville sont occupés par des réceptions interminables. Les souverains du monde entier sont invités, se succèdent dans des cortèges somptueux. C'est une grande fête. La ville trépide. Et ces expositions durent, on l'oublie, mais elles durent 6-8 mois. Donc c'est à chaque fois un événement dont la ville sort comme essoufflée. Elle a couru, dansé, chanté pendant 6 mois. Et après, il y a une espèce d'hébétude, comme un lendemain de fête un peu douloureux, quoi. C'est une vraie effervescence qui touche Paris pendant ces expositions universelles. J'aimerais qu'on parle d'un épisode un peu moins heureux. Paris qui va subir une insurrection particulièrement violente après la défaite de la France contre la Prusse en 1870, plus connue sous le nom de la Commune de Paris. Là, c'est un événement extrêmement compliqué, insurrectionnel, qui va causer de nombreux morts. Oui, parce que nous sommes dans le contexte à la fois effectivement de cette guerre franco-prussienne
prussienne, mais en réalité allemande, puisqu'il y a également d'autres troupes qui sont engagées, en particulier bavaroises, et qu'après, effectivement, cette défaite d'abord du Second Empire, parce que Napoléon III va abdiquer le 2 septembre, il y a la proclamation de la République le 4, 2 jours après, et que cette proclamation va conduire à un certain nombre de bouleversements, en particulier politiques, et puis parce que la ville de Paris est directement impliquée par le siège qui a suivi ensuite, eh bien ce siège va être terrible, à la fois pour être subi, à la fois parce que la population va connaître des moments de famine très importantes. Et donc dans ce contexte de bouleversement, la commune va être provoquée à la fois par ce contexte et aussi d'un point de vue politique par une prise en main. Et donc il y a une opposition très forte entre cette prise de la commune effectivement et ensuite de la répression qui va suivre, en particulier menée par Adolphe Thiers. Répression très violente en mai 1871. On se souvient notamment de cette semaine sanglante. On aimerait comprendre, messieurs, à quoi ressemble Paris pendant cette page extrêmement sombre de notre histoire. Alors, les troupes de Thiers sont effectivement très déterminées à reprendre Paris aux communards, et donc il est sûr que l'insurrection est sanglante. Lui aussi a eu la main lourde, c'est le moins qu'on puisse dire. Le premier effet, évidemment, qu'on constate dans Paris, pour Paris, c'est la destruction d'un très grand nombre de bâtiments publics. L'incendie de l'hôtel de ville, qui est un magnifique hôtel de ville du XVIe siècle, reconstruit ensuite à l'identique. Le palais de justice de Paris, le palais de la Légion d'honneur, le palais de justice, je l'ai dit, avec le greffe qui a disparu. Donc l'état civil des Parisiens a brûlé à cette occasion-là. Pareil, un état civil qui remontait au XVIe siècle. Les Tuileries, bien sûr, j'aurais dû commencer par là, qui est peut-être le plus spectaculaire, parce que c'est aussi le symbole du dernier pouvoir qui s'est établi dans ces murs. Et donc, tous ces incendies de la commune vont marquer profondément Paris et vont... Une sorte de cicatrice durable, oui, dans la chair de Paris. Oui. Très durable. Comment est-ce que c'est vécu par les habitants ? C'est-à-dire que la plupart des monuments que vient d'énumérer Geoffroy vont être reconstruits très longtemps après, parce que longtemps, il y aura un débat sur ce que l'on fait des ruines de la commune. De ces incendies, la plupart de ces monuments ont été incendiés. Un débat politique, un débat symbolique ? Exactement, parce que la commune, et c'est ça qui marque les esprits, c'est que la commune est réprimée par la République. Dans les esprits contemporains, on n'est pas encore complètement convaincu que c'est le bon régime, mais du côté des communards, c'est ce qui révolte le plus, c'est que c'est la République qui tire sur le peuple. Et les ruines des monuments qui incarnaient la monarchie, l'Empire, sont là, pas entièrement détruites par les incendies. Les murs sont encore debout, ce sont des chefs-d'œuvre de l'art. On peut envisager éventuellement de les sauver. Et tout un débat s'instaure sur la destination de ces ruines. Un tourisme même s'organise autour des ruines. On fait visiter les Tuileries incendiées. On fait visiter tout ce qui porte les stigmates de la guerre. Et donc, par exemple, les Tuileries ne seront définitivement rasées qu'en 1889. C'est vrai de l'hôtel de ville qui va mettre très longtemps à être reconstruit. Et là encore, ce sont les expositions universelles qui vont servir de nerf, parce qu'il faut, pour l'exposition universelle... Je me permets une petite comparaison avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, exactement, qui sont des accélérateurs de l'histoire. Exactement. Là, il y a l'exposition universelle de 1878 qui doit absolument montrer un pays qui a recouvré ses forces, et plus encore celle de 89, parce que c'est le centenaire de la Révolution française, et qu'il faut montrer un pays uni, un pays soudé. Donc il faut absolument effacer toutes les traces des disputes internes, si on peut dire, de la commune. Quel est le produit d'une dispute interne ? Il va rester une trace, justement, dans le Figaro s'est fait l'écho, puisque quand on a enfin détruit les Tuileries, on a commencé en 1883, on a abattu ces murs qui auraient pu être construits. Le Figaro a acquis un certain nombre de pierres des Tuileries et a offert à chaque nouvel abonné un presse-papier. C'est pas vrai. Avec une pierre des Tuileries. Donc vous trouvez Incroyable. Régulièrement qui passe en vente des pierres des Tuileries marquées offertes par le Figaro. On en apprend tous les jours avec vous, Geoffroy Caillé. J'adore ces petites anecdotes. Nombre de châteaux ont des colonnes des Tuileries dans leur parc, parce qu'on a vendu à l'encan le... Et puis une grande partie également de ces bâtiments, de ces éléments des Tuileries, vont être ensuite reconstruits symboliquement aussi en Corse. Et donc le château de la Punta, qui est donc sur les hauteurs d'Ajaccio, reprend un certain nombre de ces bâtiments qui ont été reconstruits à l'identique pour montrer que finalement la partie des Tuileries qui avait été marquée par les Bonaparte, eh bien c'était ses adversaires, les Pozzo di Borgo, qui avaient repris les choses en main. Et
surtout, ce qui est intéressant pour Paris, c'est qu'en 1878, il y a effectivement cette construction très symbolique du palais du Trocadéro qui va être érigé pour montrer qu'on est vraiment dans la reconstruction. Parce qu'il y a aussi un élément important, c'est que la commune, c'est un laboratoire politique dont il va falloir peut-être penser les plaies. Et l'autre élément, c'est que dans cette commune, ont disparu une grande partie également de la mémoire à la fois des Parisiens et des Français, parce que les archives, une grande partie des archives ont disparu des états civils en particulier. Et moi, je me souviens avoir lu dans les archives du Figaro le quotidien des Parisiens, ces pénuries, ces vies difficiles, marquées par les conséquences de la commune. Et c'est assez incroyable de se replonger dans cette histoire et de découvrir à quel point la vie des Parisiens était difficile à ce moment-là. C'est le siège qui a vraiment, le siège par les Allemands, qui a vraiment été enduré de manière proprement héroïque par la capitale. D'ailleurs, c'est une des raisons du soulèvement communaliste. C'est que Paris avait le sentiment d'avoir été invaincu. Jamais Paris n'a ouvert ses portes aux ennemis. Et la capitulation définitive, la fin de la guerre franco-allemande, a obligé les Parisiens à ouvrir leurs portes alors qu'ils étaient invaincus. Et ayant été invaincus, ils se sont sentis invincibles et se sont soulevés contre leur propre nation, avec les conséquences que l'on a décrites. Et en se sentant abandonnés également par le pouvoir en place, parce que justement les pénuries ont fait que les Parisiens ont dû se contenter de vivre en mangeant par exemple des rats, en mangeant aussi les animaux des différents zoos. Enfin, on voit dans quelles circonstances tout ça s'est déroulé. Donc il y avait le terreau favorable pour un soulèvement tel que la commune a pu se dérouler. Est-ce qu'on peut voir, Geoffroy Caillé, l'exposition universelle de 1878 comme l'occasion d'une renaissance après cet épisode sanglant de la commune ? Oui, c'est la première exposition effectivement qui suit les troubles de 70-71 et à cet égard, elle marque effectivement une volonté de renouveau. Elle va accueillir un très grand nombre de visiteurs, plusieurs millions à nouveau, en surpassant les chiffres du Second Empire. 1867, ça a été la grande exposition vitrine du Second Empire. Et la nouveauté principale, c'est le palais du Trocadéro, auquel a succédé celui que l'on connaît aujourd'hui. Mais à nouveau, comme il est dans un style différent, mauresque, il a une forme très pittoresque, il attire vraiment les regards. Mais comme les expositions universelles sont une sorte de course perpétuelle vers ce qui est nouveau, vers ce qui est brillant, on peut dire que celles qui lui succéderont, celles de 1889 avec la Tour Eiffel et celles de 1900, iront encore plus loin. Justement, cette nouvelle venue dans le ciel de Paris, cette tour Eiffel, qui va largement être décriée, on le rappelle, soutenue en revanche par le Figaro, qui courageusement défend cette nouvelle venue dans le ciel de Paris, avec des unes qui ont marqué l'histoire de notre journal. Est-ce qu'elle est une sorte d'ovni à l'époque dans la création architecturale de ce qu'on peut découvrir dans Paris ? Elle est un... Nicolas. Ça, c'est l'enthousiasme créé par la Tour Eiffel, c'est normal. Non, mais elle est un ovni, bien sûr. Tout d'abord parce qu'elle est parfaitement inutile. C'est au départ une véritable... Elle a vocation à être une station de radio ? Non, elle n'a pas d'abord la vocation à être une station de radio. Elle a d'abord vocation à montrer qu'on est capable d'aller toujours plus haut, de construire toujours plus léger et démontrer surtout la supériorité des ingénieurs français. D'ailleurs... quand elle est entreprise ou quand elle est planifiée, elle n'est pas considérée comme un des éléments pérennes des bâtiments de l'exposition universelle de 89. Elle n'a pas vocation à rester dans le ciel de Paris. Elle n'a pas vocation à rester. Et c'est en cours de construction, quand on se rend compte de l'extraordinaire fanal que ça fait à la ville lumière, qu'on va progressivement considérer qu'elle ne sera pas démolie. Et le jour de son inauguration, on considère qu'elle devra rester en place. Mais il est vrai qu'elle suscite un tel tollé, Huysmans en parle comme d'un chandelier creux. Enfin, tout le monde se moque de cet engin, sauf qu'il va contribuer à répandre le savoir-faire des ingénieurs, et notamment des ingénieurs des ponts et chaussées français, à travers le monde entier. Et ce rayonnement demeure encore aujourd'hui. Si Andreu a construit autant d'aéroports à travers le monde entier, c'est grâce à Eiffel 100 ans auparavant. C'est quand même extraordinaire. David Chantrel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette régularité des expositions universelles à partir de 1878, eh bien, tous les 11 ans, les Parisiens auront ce rendez-vous.
78, 89, 1900. Et comme le rappelait tout à l'heure Nicolas, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, les bâtiments, mais tu l'as rappelé aussi, les bâtiments vont devenir pérennes. À la fois, bien sûr, pour le Trocadéro, il faudra attendre les années 1930 pour qu'ils soient remplacés, mais la Tour Eiffel, et également dans ce lieu dans lequel nous nous trouvons, le Grand Palais avec le Petit Palais en face, deviendront ensuite des phares importants. Mais dans un premier temps, tous ces bâtiments devaient montrer à la fois la prouesse technique, à la fois des architectes et des ingénieurs. Parfois, ils étaient séparés, parfois, ils étaient ensemble. Et ensuite, il y avait également des espaces dévolus pour présenter, par exemple, le Vieux Paris. C'était le cas en particulier sur les quais de Seine. Ce Vieux Paris qui devait montrer à la fois la tradition et montrer que de manière tout à fait importante et technique, on pouvait montrer à la fois le passé, mais s'appuyer pour expliquer et comprendre l'avenir. Geoffroy Caillet, c'est aussi une période qui est marquée par un art de vivre parisien, qui est prôné par le Figaro et qui s'illustre très bien dans ces dîners où se rencontrent artistes et intellectuels. C'est un moment qui est foisonnant pour le monde de la culture, des arts, des lettres. Oui, tout ce qui est chic est au Figaro. Ça n'a pas changé d'ailleurs. C'est toujours le cas. Et ces dîners sont l'occasion de brasser une élite culturelle, une élite à la fois politique, artistique, qui se fréquentent dans ces dîners. On est toujours, on n'a jamais rien inventé qu'un beau et bon dîner pour rassembler les gens et faire jaillir les intelligences. Et c'est vrai qu'on le constate dans les écrits en particulier, alors dans les comptes rendus évidemment qu'on a adressé le Figaro, parce que c'est lui qui a organisé ces dîners, mais également dans les mémoires des écrivains que ces dîners ont profondément marqué leur temps, puisque c'est là que ces différentes élites se côtoyaient et que les idées naissaient. Je repensais aussi à propos de la Tour Eiffel et du Figaro, la même année 1889, à une lettre qu'a publiée le Figaro d'un pauvre homme qui s'est suicidé au gaz et qui avait laissé une lettre d'adieu en disant « Il m'est impossible de continuer à vivre dans un pays dont le gouvernement a édifié la Tour Eiffel ». Vous voyez qu'effectivement, et le Figaro concluait « Tous les goûts sont dans la nature ». Nicolas Chaudin, cette modernité, ce désir d'innovation, il se matérialise avec des exemples assez incroyables. Assez incroyable. Là, nous sommes sous le Grand Palais qui, avec le Petit Palais, clôt une perspective qui avait été conçue par un ingénieur utopiste, Eugène Hénard. Et l'idée était de créer une perspective utile une fois les expositions universelles démontées. Et l'idée, c'était de remplacer le Palais de l'Industrie qui était sur l'esplanade des Invalides par des hangars à dirigeables et de faire de cette perspective une piste de décollage pour les dirigeables. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque exposition universelle est l'occasion de se projeter avec une confiance, une candeur presque, dans un avenir complètement utopique. Un esprit qu'on a complètement perdu aujourd'hui. Il y a vraiment une confiance absolue dans ce que sera demain, encore, et en dépit des défaites. J'aimerais qu'on parle de l'histoire de Paris et de l'histoire du Figaro qui se sont croisés plus d'une fois. Parmi les moments qui ont durablement marqué l'histoire de notre journal, Geoffroy Caillet, il y a évidemment cette affaire Dreyfus, le Figaro qui a eu le courage de se placer du bon côté de l'histoire, ce qui n'a pas toujours plu à tous nos lecteurs d'ailleurs. Figaro, Dreyfusard, et qui a accueilli notamment les mots d'Émile Zola avant le fameux J'accuse dans l'Aurore. Oui, quand en 1897, de nouveaux éléments apparaissent sur le compte du capitaine Dreyfus, notamment à travers l'opinion du vice-président du Sénat et surtout du frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu, qui écrit directement au ministre de la Guerre en lui demandant d'examiner de plus près le fameux bordereau qui est la base de la condamnation de son frère. Le Figaro reprend le dossier et effectivement accueille un texte de Zola célèbre qui se termine par « La vérité est en marche et nul ne l'arrêtera ». Et on connaît très bien la citation, on sait rarement qu'elle était publiée dans le Figaro, parce qu'effectivement, les choses sont difficiles, parce que le Figaro suit l'actualité, c'est un journal d'actualité évidemment, et à quelque temps de là, malheureusement, Esterhazy est acquitté à son tour. Donc celui qui devait être débusqué comme vraiment le coupable est acquitté par la justice militaire, et le Figaro tient compte de cet acquittement. Par ailleurs, effectivement, un certain nombre de lecteurs ne sont pas non plus d'accord avec la ligne du Figaro, et à ce moment-là, déçu, Zola
part du côté de l'Aurore pour publier son fameux J'accuse. Mais le Figaro n'a jamais lâché Dreyfus et il est le premier évidemment à suivre après la condamnation du capitaine et enfin sa réhabilitation en 1906 à reprendre, si vous voulez, finalement la question de l'honneur de Dreyfus et finalement il a une certaine continuité à cet égard, en accueillant effectivement des personnalités dont on ne pensait pas forcément qu'elles étaient des lecteurs ou des contributeurs de Figaro. Et Zola en est un très bon exemple. L'affaire Dreyfus qui a été un moment particulièrement important de l'histoire de la société française qui nous a profondément divisés. Ça nous a profondément divisés parce qu'on était dans un contexte particulier. Il faut se rappeler qu'après la guerre de 70, on est dans l'esprit de la revanche et que, bien évidemment, tous ceux qui pourraient attenter à la fois à l'honneur ou même à la cohésion de l'armée française sont considérés comme de mauvais Français. Donc c'est dans ce contexte-là, sur ce terreau-là, qu'est en train de s'installer l'affaire Dreyfus. Donc on est dans un registre où justement le Figaro va essayer de montrer que, au contraire, c'est une affaire en tant que telle et il faut la traiter vraiment de cette manière et non pas uniquement que sur un mauvais registre qui est celui, je vous le disais, de la revanche. J'aimerais qu'on continue à parler des chantiers qui vont profondément transformer la capitale et sa région, avec notamment les chantiers du métro qui vont débuter en 1898. On a parlé tout à l'heure d'Haussmann, avec les grands bouleversements que cela a opéré dans Paris. Le métro, c'est un autre type de bouleversement, mais tout aussi immense. Hein. Tout aussi immense qu'Haussmann n'a pas anticipé, lui, alors qu'à Londres... Il aurait pu ? Il n'a pas anticipé le concept d'un train souterrain, ce qu'à Londres déjà on commençait à concevoir avant de le mettre en marche. Et donc Haussmann aurait pu être le promoteur de ça. Mais tout ce qu'il a creusé comme grands boulevards, grandes avenues, était aussi une conquête du tréfonds de la ville, avec le réseau d'égouts, avec toutes les canalisations de gaz, etc. Ce qui a énormément servi aux ingénieurs qui allaient, pour l'exposition universelle de 1900, mettre en place le réseau métropolitain parisien. Donc sans le savoir. Sans le savoir, puisqu'ils réfutaient même l'idée de ce type de moyen de transport. Geoffroy Caillé, vous m'aviez confié une anecdote un jour de ce qui aurait pu être finalement un métro numéro 2, ce qui aurait pu remplacer le métro, ces fameux trottoirs. Racontez-nous. Oui, alors, en fait, ça a été essayé vraiment à titre expérimental à l'occasion de l'ouverture de la première ligne du métro, la fameuse ligne 1. Oui. La ligne 1 est ouverte, en partie en tout cas, au moment de l'exposition universelle de 1900. Il y a une coïncidence voulue entre les deux qui couvre pas toute la durée de l'exposition. Il y a un petit peu de retard à l'allumage et il se trouve qu'au cours de cette même exposition, rive gauche, on installe un trottoir roulant qu'on appelle rue de l'Avenir pour visiter, si vous voulez, les attractions qui ont lieu sur la rive gauche. Et à hauteur du premier étage des bâtiments, ce trottoir donc se déroule. Il y a des films très amusants qui montrent les Parisiens essayer ce trottoir. C'est évidemment une nouveauté absolue, trébuché, alors même que le trottoir est doté de 2 vitesses différentes pour pas non plus propulser tout le monde dans le décor. Mais évidemment, c'est très amusant. Donc on aurait pu se déplacer dans Paris en trottoir roulant. Oui. On a eu chaud. Effectivement. Alors, le projet du métro était en réalité tout à fait en route. Hein. Et après cette première ligne 1, toutes les autres ont suivi. Et donc le projet du métro souterrain était tout à fait acquis. Et on s'est rendu compte qu'évidemment c'était bien plus stable. Et aussi parce que tout simplement on est assis. Et donc quand on a de très longues distances à faire, c'est quand même beaucoup plus confortable. David Chantrel. Il reste aussi un élément d'art de vivre et un élément de gastronomie parisienne. On en parle. Oui, c'est que au moment de ces constructions, à la fois pour l'exposition universelle et pour le métropolitain, Fulgence Bienvenue se rend compte que certains ouvriers se cherchent querelle et avec leur couteau pour couper leur pain, leur miche de pain, ça pourrait être un vrai problème. Donc il demande à certains boulangers de créer ce qu'on va appeler évidemment la baguette. C'est pas vrai. Et cette baguette, elle se coupe sans avoir justement l'utilité d'un couteau. Donc aucun couteau sera autorisé sur le chantier à la fois du métropolitain et du reste de ce qui a été fait au moment de l'exposition universelle. Elle est assez géniale cette exposition universelle de incroyable. 1900, ligne 1 du métro, donc vous nous l'avez rappelé Geoffroy Caillé, cette invention donc de la baguette. Oui, ou du moins qu'elle se fixe. Elle se fixe en tout cas et elle devient vraiment
Et puis le Petit Palais et le Grand Palais qui nous accueillent pour ce bicentenaire du Figaro qui est un lieu absolument magnifique. On en prend la mesure depuis notre arrivée dans ces lieux. Racontez-nous un peu l'histoire du Grand Palais. Il y a un concours qui est lancé, et ce qui est étonnant dans ce Grand Palais, mais Nicolas connaît l'anecdote aussi très belle, c'est que pour la première fois, on ne va pas choisir les 4 finalistes de ce concours, mais on va leur confier une partie de ce Grand Palais. C'est Giraud qui va emporter le tout avec, bien évidemment, cette verrière qui sera bien sûr classée, et puis ensuite l'ensemble du bâtiment. Mais Giraud va emporter le tout, mais les 3 autres seront engagés pour une partie de ce Grand Palais, qui est véritablement une prouesse à la fois technologique et également un lieu tout à fait important qui va accueillir, vous le savez, un grand nombre d'activités diverses et variées de 1900 jusqu'à aujourd'hui. Du Figaro, évidemment. On avance un peu dans l'histoire de France et dans l'histoire de Paris. La Première Guerre mondiale où Paris va être touché en plein cœur. C'est un moment important de l'histoire de la capitale. C'est un moment important parce que Paris est surtout au début de la guerre directement menacé par les opérations militaires. Paris aurait pu être prise dès le début de la guerre, ce qui aurait été une catastrophe universelle. Mais Paris, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'arrière. Et on se rend compte que même quand une guerre est cruelle, même quand tous les hommes sont mobilisés sur le front, il faut un arrière réconfortant. Et Paris vit complètement. Il y a des expositions artistiques, il y a l'éclosion de mouvements artistiques. Vous savez que juste avant la guerre, Paris a été le berceau du cubisme. La notion d'avant-garde naît peu avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Eh bien, toute cette avant-garde, quand elle n'est pas mobilisée sur le front, eh bien, elle continue de progresser. Il y a des galeries qui ouvrent. Il y a beaucoup d'Américains qui sont présents à Paris, surtout à partir de 1917, mais il y en a quand même beaucoup qui sont présents à Paris pendant toute la guerre et qui animent littérairement, artistiquement la ville, des compositeurs qui travaillent, des compositeurs... Donc Paris ne s'éteint pas pendant la Première Guerre mondiale. Paris ne s'éteint pas. Et ce sera vrai d'ailleurs pendant l'occupation, 25 ans plus tard. Avec là, cette fois-ci, un côté un peu plus révoltant. Bien sûr. Mais il faut un endroit sur lequel s'appuyer à l'arrière, surtout quand on renvoie les permissionnaires, etc. Et puis, on ne tue pas un peuple comme ça parce qu'on mobilise une part de lui-même sur un endroit donné. Est-ce qu'on peut comparer ce Paris de la Première Guerre mondiale et ce Paris de la Seconde Guerre mondiale? On sait que le contexte est quand même extrêmement différent. Qu'est-ce qui va changer dans ces 2 guerres? Il y a une chose très importante, c'est l'occupation elle-même, parce que Paris, effectivement, est préservé. Dans la première partie, en 1914, la première, finalement, bataille de la Marne, alors qu'il y a quand même 500 000 morts sur le champ de bataille, on se rend compte que c'était quand même une tuerie sans nom, c'est que Paris va être préservé. Ensuite, il y aura les bombardements à la fin de la guerre. Et ces bombardements, en particulier la Grosse Bertha, dont on parle tout le temps, il y a aussi d'autres bombardements qui vont être faits dans les environs. Pour ceux qui ne connaissent pas la Grosse Bertha. Donc la Grosse Bertha, c'était effectivement un canon qui avait été sur rail, qui a été installé pour justement commencer à faire des brèches dans l'opération. Et pour éviter, comme on l'avait rappelé tout à l'heure Nicolas et aussi Geoffroy, c'est éviter que Paris ne se maintienne et que justement on touche au cœur à la fois du caractère et de la défense elle-même. Donc, bien sûr, Paris est un symbole. Geoffroy Caillet. La Paris est touché au cœur, puisque la Grosse Bertha fait des centaines de morts entre le printemps 18 et le début de l'automne. Donc vraiment dans la dernière phase de la guerre, le bombardement de l'église Saint-Gervais en particulier, le vendredi saint de 1918 marque beaucoup la population. Déjà parce qu'il y a, je crois, 93 morts, mais également parce que on se dit qu'il y a une dimension providentielle, en tout cas au sens religieux vraiment du terme. C'est une guerre qu'il faut gagner, si vous voulez, aussi de façon spirituelle. Et donc, voilà, Paris a aussi payé son tribut à la guerre. Une guerre qui va se solder, pardon, je me permets, j'avance un petit peu parce qu'on discute, mais le temps file. Ça va se terminer dans un grand moment de liesse populaire avec la libération de Paris. Ça, c'est aussi une page importante de notre histoire et qui dit quelque chose aussi de l'état d'esprit français que vous nous décriviez tout à l'heure et de cette vie qui a continué. Oui, le défilé de la victoire, c'est la grande image qu'on conserve évidemment de la fin de la Grande Guerre avec le maréchal Foch. Et c'est vrai que on n'avait pas vu probablement de Champs-Élysées aussi
aussi plein, aussi... alors l'ambiance est très, très différente, mais je pense aux funérailles de Victor Hugo, avec le catafalque immense aussi qui a marqué l'histoire de Paris sur le plan visuel, dressé sous l'Arc de Triomphe. Et là, c'est dans cette même perspective évidemment que le défilé de la Victoire s'installe. Et c'est une... Tous les Parisiens sont dehors et ça annonce évidemment la scène que tout le monde connaît, parce que celle-là en plus elle a été en partie photographiée en couleur, de la libération de Paris le 25 août 1944. Et ça masque dans nos mémoires, surtout c'est très très utile parce que ça masque dans nos mémoires justement ce qui a fait la différence entre les deux guerres à Paris. C'est le climat de suspicion pendant la Seconde Guerre mondiale et les querelles internes qui, une fois encore, vont naître de ce climat d'auto-surveillance, d'auto-désignation, de délation, etc. Et il fallait à Paris une manifestation massive et spectaculaire pour marquer sa libération, parce que c'était le meilleur moyen d'ouvrir une nouvelle page, de masquer aussi les dissensions qui allaient pendant encore quelques mois provoquer une guerre civile larvée dont on parle très peu, avec en fait. Des purges, avec tout ce genre de choses, effectivement, dont on rappelle très peu les choses. Ouais. On voit toujours des images, mais il y a aussi tout ce qui se passe effectivement en sous-main dans la société. Évidemment. Exactement. On aurait pu parler des grands ensembles et des banlieues. On aurait évidemment parlé de mai 68, qui est un moment extrêmement important aussi de l'histoire de Paris, avec ses mobilisations étudiantes, des mobilisations sociales d'envergure. On aurait pu parler du périphérique parisien, qui lui aussi va structurer durablement et qui va remodeler la manière dont on perçoit l'Île-de-France. Et j'aimerais qu'on s'arrête quand même pour terminer sur Notre-Dame de Paris, qu'on rembobine un petit peu et qu'on revienne à ce moment de l'incendie spectaculaire qui a failli détruire Notre-Dame de Paris. C'était le 15 avril 2019, Geoffroy Caillé. Oui, c'est vraiment un événement au retentissement mondial. On l'a mesuré autant par l'émotion que ça a déclenché de façon immédiate que par les contributions financières qui ont permis de refaire Notre-Dame, avec le succès que l'on connaît, qu'on a pu constater maintenant depuis un an. L'ouverture. Il y a quelque chose qu'on a oublié, qui je pense a compté dans la ferveur qui a pu peut-être attacher les gens à Notre-Dame, alors même que soit ils n'étaient pas chrétiens, soit ils ne connaissaient pas Paris, soit même ils avaient un sens de l'architecture médiévale assez L'émotion a été développée. universelle. Ce qui est universel aussi, c'est cette situation extraordinaire de Notre-Dame. Il y a un caractère scénique, scénographique de Notre-Dame qui fait que, et malheureusement cet incendie aussi a une beauté dramatique finalement, qui a beaucoup marqué, qui a beaucoup joué dans le développement de l'image de l'incendie de Notre-Dame à travers le monde. Cette Notre-Dame qui brûle entourée d'eau sur son île a énormément marqué le monde entier. Et il y a une chose... Geoffroy disait que les gens n'avaient pas forcément conscience de ce qu'était l'architecture médiévale. Mais ce qu'il faut absolument noter, rappeler sans cesse, c'est que l'incendie qu'a subi Notre-Dame, l'effondrement de la charpente qui pèse des centaines et des milliers de tonnes, eh bien les voûtes de Notre-Dame l'ont supporté. Ça vous donne une idée de la qualité architecturale de ce monument. Car finalement, c'est à la croisée du transept qu'il y a un trou relativement modeste compte tenu de l'ampleur de l'incendie. Et c'est vous donner une idée du génie français. Je pense qu'il est bon de le rappeler. Les cathédrales gothiques sont nées dans le pays de France, c'est-à-dire l'île de France. Et avant le 19e siècle, quand on parlait de gothique, on ne disait pas l'art gothique, on disait l'art de France. Et c'est vous donner une idée du génie de ceux qui l'ont construite. Et quand le président Emmanuel Macron a parlé de reconstruction de Notre-Dame, il a commis une erreur. Car précisément, Notre-Dame n'était pas à reconstruire. Notre-Dame était à restaurer. Et c'eût été rendre hommage à la qualité de son architecture que de s'en tenir à ce terme, restaurer plutôt que reconstruire. Restaurer Notre-Dame de Paris et mettre en avant tous ces métiers incroyables, ces artisans d'art, ces métiers qu'on avait parfois oubliés et qui ont permis à Notre-Dame de revenir dans le ciel de Paris plus belle encore.
Plus belle parce que c'était aussi une vitrine formidable, malheureusement à partir d'un drame, mais une vitrine formidable qui permettait de comprendre que, justement, depuis la création du Figaro, depuis près de 2 siècles, eh bien, ces 2 siècles avaient été également une permanence pour les métiers d'art, une permanence également pour la prise de conscience de notre patrimoine. On l'a évoqué tout à l'heure avec Victor Hugo, évidemment. Bien sûr. Comment oublier le chef-d'œuvre du roman, mais aussi avec la prise de conscience par Mérimée de ces chefs-d'œuvre, donc effectivement, qui aujourd'hui sont classés monuments historiques. On le doit justement à 2 siècles d'histoire qu'a accompagné parfaitement le Figaro. Et quel bonheur de retrouver Notre-Dame de Paris dans le ciel de Paris, vous l'avez dit, Geoffroy Caillet, avec ses visiteurs qui sont extrêmement nombreux. Messieurs, c'était une discussion absolument passionnante. Merci beaucoup Nicolas Chaudin, merci David Chantrane, merci beaucoup mon cher Geoffroy d'avoir été avec nous pour cette discussion. On va poursuivre Bienvenue en Île-de-France avec l'entretien culture. J'ai l'immense bonheur de recevoir Maxime Daboville. C'est parti. C'est l'heure de notre entretien culture et aujourd'hui nous recevons un comédien salué par 3 prix, dont 2 Molières du comédien dans un spectacle de théâtre privé. Maxime Daboville est sur le plateau. Bienvenue au Grand Palais, Maxime Daboville. On est ravis de vous recevoir. Je suis très touché. Je sais que vous êtes un féru d'histoire. Alors j'imagine que toutes ces archives qui nous entourent, 200 ans d'histoire du Figaro, ça ne peut que vous passionner. Ah oui, c'est absolument magnifique. Voilà, j'ai eu à peine le temps parce que j'ai dû m'échapper d'une répétition pour y retourner. Je suis pile dans un moment. Voilà, parce qu'on prépare la comédie Cochon d'Inde là. Mais oui, c'est magnifique. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir. Hélas, je crois que ça dure 3 jours. Oui, évidemment, mais vous ne vous inquiétez pas, l'exposition continuera à vivre autrement. Vous avez eu raison de parler de Cochon d'Inde. Vous êtes à l'affiche de Cochon d'Inde, dont la première représentation sera le 22 janvier au Théâtre des Nouveautés. Vous avez consacré votre passion de l'histoire à la création d'un spectacle de histoires de France, de l'an 1000 à Jeanne d'Arc pour le premier volet, de 1515 au Roi Soleil pour le second volet. C'est une leçon que vous nous donnez avec énormément de présence sur scène. Oui, je vous remercie beaucoup. C'est d'abord des grands textes. Alors il y a même trois leçons, volets. Et il y en a un 4e, il y a le que je viens d'écrire qui sort demain. Parce que en fait c'est d'abord des livres que j'écris, qui sont des et là c'est le Napoléon qui sort. Voilà, et effectivement je raconte l'histoire de France, mais qu'à partir des grands textes de la littérature, hein, qui ont raconté l'histoire de France, des grands auteurs, donc que ce soit Victor Hugo, Chateaubriand, Michelet, Alexandre Dumas. Et voilà, l'idée c'est de raconter l'épopée, la grande épopée de l'histoire de France à travers les textes des grands auteurs que j'assemble. Vos deux passions, la littérature et l'histoire. Oui, enfin le théâtre d'abord. Le théâtre d'abord. Et pour apprendre l'histoire, j'ai eu cette idée de faire des leçons d'histoire sur scène et d'en faire aussi des petits livres. Voilà. Cette présence théâtrale qui avait évidemment été saluée dans votre prestation absolument incroyable dans Pauvre Bitos. J'étais à la première et je me souviens de l'émotion du public. Comment est-ce que vous expliquez votre capacité à entrer dans les personnages, à entrer dans l'histoire ? Oh, écoutez, je suis très touché, je suis sans voix. Non, mais je pense que c'est d'abord, ça a d'abord à voir avec les pièces qu'on joue. Ça a d'abord à voir avec les. Vous savez, je ne sais plus qui a dit, il y a un grand interprète, c'est d'abord un grand rôle. Voilà. Et donc c'est vous vrai que n'acceptez que des grands rôles. J'accepte que des grands rôles, enfin j'accepte que des grandes pièces, enfin je veux dire je n'accepte que des pièces qui me plaisent vraiment beaucoup. C'est la base, pour moi c'est le texte. La base c'est le texte de l'auteur, la pièce. Et en fait là par exemple dans Cochon d'Inde j'ai un second rôle mais que j'adore. Et j'adore la pièce, elle est absolument géniale. Et donc si vous voulez, moi mon idée c'est que je me mets au service de l'œuvre et donc j'essaie de me noyer là-dedans, de disparaître. Et de fait, je pense que je ne pourrais pas être bon si le texte ne m'intéressait pas en réalité. Et donc Bitos, j'aime tellement cette œuvre. C'est une espèce de transposition de Robespierre contemporaine par Jean Anouilh. Et c'est une pièce que j'avais travaillé en cours de théâtre déjà. Vous aviez déjà un lien intime avec cette pièce. Oui, et puis ça a été créé par Michel Bouquet que j'admirais énormément, etc.
Vous Voilà. êtes ici aussi pour nous parler de votre nouveau spectacle où vous serez à la mise en scène et non sur scène, l'adaptation des Justes d'Albert Oui. Camus au théâtre de Poche Montparnasse. Est-ce que c'est un exercice neuf et stimulant pour vous de vous prêter à cet exercice de la mise en Oui, scène? tout à fait. C'est à la fois neuf et stimulant. C'est Je ne difficile pensais pas être metteur en scène, mais simplement j'ai fait avec les circonstances. On m'a proposé, on m'a demandé ça, et ça a été un grand plaisir. Et de fait, ça s'est avéré positif parce que ça marche très très bien. On a démarré en septembre, et en fait là c'est prolongé. Ça devait s'arrêter en novembre, ça a été prolongé une deuxième C'est fois, souvent bon signe, et c'est hein. prolongé une troisième fois. Donc c'est jusqu'au 12 avril, et c'est vraiment une très grande œuvre de Camus, et je pense qui est encore plus moderne, qui nous parle encore davantage aujourd'hui qu'au moment de sa création. Elle est tout à fait universelle, cette œuvre. Oui, voilà, ça nous parle de la démesure idéologique et des ravages que cela peut causer. Je pense que c'est très Figaro compatible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels du Figaro, moi je lis beaucoup les pages Vox, etc., les pages culture et les pages entretien, débat. Et je constate que Ce sont des réflexions que vous retrouvez dans ce le vice journal. de la démocratie où la terreur n'est jamais loin de l'idée, et ben c'est vraiment ce qu'a voulu développer Albert Camus dans Les Justes. Et donc c'est déjà une histoire d'amour avec le texte, puisque c'est comme ça que vous fonctionnez. Bien sûr, évidemment. Quelques mots d'ailleurs de ce texte. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Oui, absolument. C'est toute la grandeur de Camus d'avoir été le seul intellectuel de son temps à parler des limites. Je veux dire, l'après-guerre, c'est une époque sur le plan intellectuel où on est plus dans la démesure au nom du progressisme. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'humanité, surtout après ce qu'on a vécu absolument tragique. Et Camus dit, certes, mais attention, il y a des limites, parce que sinon, au nom du bien, on va détruire. Et on va détruire sans limite. Et Camus était totalement isolé dans cette manière de voir les choses. Mais aujourd'hui, je pense qu'on la comprend mieux. Et c'est parce qu'on la comprend mieux que la pièce cartonne. Cette toile de fond historique, elle est assez incroyable parce qu'elle débute par un moment d'histoire plutôt méconnu du grand public. C'est l'attentat contre le grand-duc Serge à Moscou en 1905. Et derrière, on devine ce dilemme cornélien qui nous confronte à notre humanité. Sacrifier ou non des enfants, ça nous oblige à des questionnements profonds qui sont fondateurs de ce qu'on est en tant qu'être humain. Et c'est une réflexion, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est finalement extrêmement contemporaine et que vous avez choisi très intense sur scène avec seulement 4 comédiens. Oui, on a fait le choix de 4 comédiens parce qu'il y a des rôles qui sont parfois doublés. complètement antagonistes, hein, d'ailleurs. Oui, mais c'était l'idée, c'est aussi une idée très camusienne de montrer que ça a à voir avec l'existentialisme, de montrer que selon les choix qu'on fait ou selon l'endroit d'où on vient, on peut avoir des vies très différentes en étant le même au départ. Et donc faire jouer 2 rôles différents, parfois antagonistes par un même acteur, c'est assez génial. Une manière de souligner en fait ça. Et ça marche très fort. Et ça crée une tension dramaturgique très forte. Et Bien je sûr. trouve une morale qui est un peu malmenée. En effet, le fond est au service de la forme et la forme est au service du fond. Exactement, ouais. C'est vraiment ça qu'on a voulu en fait, qu'il y ait de voilà, qu'il y ait des strates en fait, que le public puisse avoir une arrière-pensée en regardant la pièce. Voilà. Et quand on est dans le public, on a l'impression d'avoir de la fièvre, d'être dans une fièvre généralisée, quelque chose d'extrêmement intense, avec un souci permanent. On regarde derrière son épaule d'un péril à venir, de quelque chose qui nous guette. C'est aussi la force du théâtre de poche. Qui a ce côté ramassé, et donc on a utilisé ça aussi avec une bande sonore qui est très présente, avec des sons, etc. Quelque chose. On a voulu non pas faire une pièce philosophique, on a voulu faire une pièce d'action. On est quand même dans un attentat imminent, un attentat sur le point de se commettre, et on a vraiment voulu se rattacher à la situation pour que éventuellement la philosophie puisse naître, que les gens se posent des questions, mais que le questionnement ne soit pas le moteur premier, voyez, que l'analyse philosophique soit en second plan.
Et la création sonore dont vous parliez, c'est presque une sorte de deuxième texte. Ouais, voilà, c'est un garçon qui s'appelle Jason Del Campo qui a fait ça et il a fait un travail absolument magnifique. Ouais, et moi, je souligne votre choix aussi de vous entourer de Charles Templon, que j'adore, pour la scénographie et les costumes. Vous avez fait le choix de réutiliser la toile peinte par Marguerite Danguy des Déserts. Elle avait servi pendant votre seule en scène Je ne suis pas Michel Bouquet. Double clin d'œil donc, et c'est un très joli choix. C'est aussi Michel Bouquet qui a créé Les Justes. Il était dans la distribution d'origine. Et voilà, pour moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, sur qui j'ai fait un spectacle sur lui, etc. Donc réutiliser ça avait beaucoup de sens aussi, bien sûr. Alors ça, c'est pour Les Justes d'Albert Camus. J'aimerais que vous nous parliez rapidement de ce second rôle qui vous plaît beaucoup, c'est vous qui l'avez dit, dans Cochon d'Inde. Ça parle de quoi, Cochon d'Inde? Alors, Cochon d'Inde, c'est une pièce du grand auteur contemporain qui est Sébastien Thierry, un auteur de l'absurde comique. Et c'est une histoire invraisemblable. C'est un homme qui est joué par. On peut le dire. Oui, c'est complètement loufoque. Qui est joué par Arnaud Ducret, qui rentre dans une banque, qui vient retirer de l'argent au guichet, mais sa carte est avalée par le distributeur. Donc il rentre dans sa banque en fait pour demander des explications, et à partir de là, il va plus pouvoir en sortir. Donc c'est une situation totalement kafkaïenne, très très angoissante, et on comprend petit à petit qu'il ne peut pas sortir de la banque. Pourquoi? Parce que la banque a été rachetée par un groupe indien et que maintenant ce sont les règles indiennes qui s'adaptent, et il se trouve que lui est très 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 riche alors que ses parents étaient très pauvres, donc il a changé de caste, ce qui est interdit, et donc il va falloir remédier à ça, et tant qu'il n'aura pas donné 95% de son patrimoine, il ne sortira pas de la banque. Mais c'est assez génial, non? Mais c'est génial. Mais Sébastien Thierry, il y a une espèce de loufoquerie, une dinguerie, une animalité. C'est extrêmement drôle. C'est assez rare, non, les pièces comme ça? C'est très très rare. Ça vous amuse, je sens, de jouer ça. Mais si vous voulez, il y a un côté Beckett chez lui, mais avec une dimension comique très très forte. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si toutes ces pièces sont des triomphes. À chaque fois, les pièces de Sébastien Thierry, c'est des cartons. Et puis là, il y a des acteurs qui sont formidables. J'ai cité Arnaud Ducret, mais il y a Emmanuelle Bougerolles qui joue la directrice de la banque, une actrice dingue. Elle est phénoménale. Frédéric Cantrell qui joue la maman, parce qu'à un moment, la maman est convoquée. On convoque une vieille dame qui est obligée d'arriver de Bordeaux dans la banque pour montrer ses fiches de paye, enfin c'est son avis d'imposition pour qu'on fasse le ratio entre les deux, etc. Mais c'est complètement invraisemblable. On va de situation dingue en situation dingue. Et on sent que vous prenez un plaisir dingue à en parler. Ah oui, ça m'amuse tellement, quoi. En vue de cette première représentation, vous vous êtes libéré pour nous. On a beaucoup de chance d'avoir Maxime Daboville parce que vous étiez en pleine représentation. J'ai quitté une répétition. En pleine répétition. On est dans les dernières répétitions. On démarre la semaine prochaine. Et donc voilà, c'est Julien Boisselier aussi qui est à la mise en scène, et il est absolument formidable. Alors Cochon d'Inde au Théâtre des Nouveautés dès la semaine prochaine. Les Justes d'Albert Camus, c'est une merveille qui continue, vous l'avez dit, avec des reprises jusqu'au mois d'avril. Et puis on peut continuer à vous découvrir sur ces histoires de France absolument magnifiques. Surtout, achetez le Napoléon sort demain. Donc le quatrième volet. Voilà, donc. Le quatrième, c'est Napoléon d'après Chateaubriand, Victor Hugo, Alexandre Dumas et Tolstoï. Et c'est la grande épopée napoléonienne en 100 pages. Et je crois vraiment, je peux dire que c'est formidable, puisque c'est pas vraiment exactement moi l'auteur. Moi, je ne suis que le mixeur de toutes ces grandes œuvres. Un immense chef d'orchestre de ces grands auteurs qui ont marqué l'histoire de France. Maxime Daboville, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation au Grand Palais, et on vous suivra dans tous vos projets, puisque vous êtes un comédien formidable et un excellent metteur en scène. Un immense merci. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain sur ce plateau magnifique au cœur du Grand Palais. Demain, notre invité sera assez exceptionnel. Rachida Dati, ministre de la Culture et candidate à la mairie de Paris pour 2026. En attendant, continuez à nous suivre, continuez à venir nous voir au Grand Palais pour ce bicentenaire du Figaro. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.